Bah, je dirais pas que c'est une conférence, c'est en échangeant. Donc, je devais co-animer ce panel avec mon frère et collègue, le professeur Edouard Ngorsar. Peut-être qu'il ne tardera pas à venir. Donc, je dirais donc nous sommes là aujourd'hui pour un échange. Ce n'est pas un cours magistral tel que ça se passe à l'université. Après avoir salué les différents invités, les distingués invités, comme je l'ai tantôt énuméré à mon allocution préliminaire, je vais aborder le sujet qui a été soumis à notre réflexion. La thématique d'actualité, la vie estudiantine, à l'épreuve des mutations. En ce jour donc, je voudrais encore réitérer ma gratitude à l'endroit de l'AMEN, à son président, à tous les membres ici présents comme absents, d'avoir porté son choix sur nos modestes personnes, parce que nous avons été étudiants, mais nous sommes aussi acteurs ici à Ngoye en tant que vos grands frères. Nous ne sommes pas là en tant que vos professeurs, nous sommes là en tant que vos grands frères, vos aînés dans les études. Notre monde présent, je dirais le monde actuel, est pleinement en mutation. Par mutation, entendez par là juste des changements. C'est un terme, si on dirait aux élèves, trouvez-moi un synonyme à mutation, on dira changement. Mais le mot mutation est beaucoup plus ou moins usuel, ou je pourrais dire beaucoup plus ou moins formel et professionnel. Les mutations sont les changements que nous notons aujourd'hui, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de notre actualité. On s'appositionnera aujourd'hui sur ces mutations, mais nous allons aborder sur le côté éducatif. On a d'autres mutations telles que les mutations politiques, géopolitiques, géostratégiques, les mutations, je pourrais dire, économiques, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les mutations dans le domaine actuel liées à l'académie, mais aussi au pédagogique, mais je dirais à la vie estudiantine sociale, parce que nous avons la vie pédagogique, mais aussi nous avons la vie sociale. Le thème soumis à notre réflexion, et aujourd'hui, nous ne devons pas seulement penser à l'avoir, à l'être, au savoir, sans oublier nos valeurs fondamentales. Dans cette thématique, j'aborderai deux questions fondamentales. Deux points s'articuleront autour de ce thème. Le premier point, on a la vie estudiantine sociale, et le second point, c'est la vie estudiantine académique, pédagogique, ainsi que le projet professionnel pour une meilleure insertion socio-professionnelle future. Parce qu'en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève, notre objectif, c'est plus tard que nous puissions nous insérer professionnellement et être actifs au sein de nos sociétés, parce que la vie n'est que service. Nous avons un modèle, un exemple, tel que Racine Dia, ici de notre commune, qui s'est investi, qui s'est engagé, et aujourd'hui parmi les leaders patriotiques dans ce monde, dans ce pays, le Sénégal. Et je salue son engagement. Voici un modèle. Donc, la réussite, ce n'est rien d'autre qu'un service, avant tout, de sa communauté, de son pays, de sa nation. Parce que nous sommes redevables sur ce que nous avons été formatés, mais formés à la vie citoyenne, à la vie estudiantine, à la vie scolaire, pour demain nous puissions rendre compte. Quelques exemples aujourd'hui de mutation. Je rappelle encore, mutation, c'est changement. Nous sommes dans un monde de plus en plus digital, je parle numérique, où l'IA, l'intelligence artificielle, a tendance à même prendre la place de l'homme. Vous en êtes tous conscients. Au début, je discutais avec mon frère Jacques de la tricherie à travers l'IA, le ChatGPT, qui est en vogue. Je lui parlais de l'université. Il m'a dit, c'est encore beaucoup plus fréquent au lycée. Je dis, je ne savais pas. Je pensais simplement que la tricherie à travers l'IA, c'était seulement à l'université. Donc ça, c'est une des mutations profondes les plus remarquables aujourd'hui. L'intelligence artificielle qui fait ses dégâts, aussi bien au sein des élèves, des professeurs, mais également des étudiants. Vous en êtes tous conscients. Exemple, ChatGPT. Quelques exemples de mutations après l'IA. La remise en question d'un ordre nouveau. Nous sommes dans la mondialisation. Donc ce sont des bouleversements à tous les niveaux. Les espaces bilatéraux, multilatéraux, on a une affirmation souverainiste aujourd'hui. Nous sommes dans des États
qui veulent se déterminer, mais devenir de plus en plus souverains et ne pas compter sur ce que j'appelais les États néocoloniaux, c'est-à-dire les anciennes puissances occidentales. Et notre pays était un exemple parfait. Nous avons qu'aujourd'hui, le gouvernement veut une souveraineté dans tous les domaines, dans toutes les sphères. Souveraineté pas seulement politique, mais économique, sociale et à tous les niveaux. Ça aussi, c'est une des mutations. Dans les mutations de notre monde, nous avons la géopolitique, où ce qu'on appelle les États d'Israël veulent former leur propre État pour pouvoir devenir plus en plus, je pourrais dire, souverain. Mais revenons au sujet qui est soumis à notre réflexion aujourd'hui. En ce qui concerne la vie estudiantine, nous allons parler du premier point, la vie estudiantine sociale. Pour ce point, je vais parler des réalités sociales dans le campus social pour préparer nos jeunes nouveaux bacheliers, mais également ces élèves. Vous êtes aussi concernés, qui sont en première, en seconde, vous aurez plus ou moins 1 an, 2 ans, vous serez à l'université. Donc, nous avons la vie estudiantine sociale. Pour ce faire, nous sommes tous conscients qu'il y a des inégalités de plus en plus remarquables, qui sont essentielles. Pour faire face ou pour être un étudiant ou un élève qui réussit demain, il vous faudra vous armer. Vous armer de quoi? Quand on n'a pas la tranquillité d'esprit, c'est difficile de réussir. Exact. L'ambition, le courage, la détermination. Quelqu'un l'a mentionné tantôt parmi les locuteurs, je ne sais plus c'est qui, parmi les présidents ici présents. La discipline, Jacques, en tant que professeur, ne me démentira pas. Un élève, un étudiant qui n'a pas de discipline ne peut pas réussir. La discipline est le socle sur lequel vous devez vous appuyer. La confiance en Dieu, mais la confiance en soi. Là, je vais insister sur ces deux aspects. Et en présence du Père Curé, qui peut-être pourrait contribuer, quand on est étudiant, qu'on soit élève ou toute autre personne vivant sur cette terre, quand on n'a pas cette confiance en la divinité, et ajouter à la confiance en soi, c'est difficile de réussir. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus des épreuves qui vont s'abattre sur vous. En particulier, et notre frère, notre regretté, est l'âge. Peut-être quelqu'un était ou quelqu'une était son ami. D'un coup, d'un jour à l'autre, on t'annonce sa disparition ou son rappel à Dieu. Si tu n'as pas cette confiance en Dieu ou cette confiance en soi, tu peux être abattu, te décourager, et ça pourra avoir des répercussions sur tes études, sur ta vie estudiantine, tant sociale que pédagogique ou académique. Il faudrait donc aujourd'hui éviter ce que j'appelle la victimisation. Qu'est-ce qu'on apprend par victimisation? Je suis là, tout ce qui arrive de mal, c'est moi. Tout ce qui arrive de mal, c'est moi. Oubliant que d'autres ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que toi. Ou tu n'es pas la même, ou la seule personne à vivre ces choses. Mais même si tu vis des choses difficiles, il y a eu au moins des moments de bonheur. Donc, il ne faut pas se victimiser. Voyant que tout ce qui arrive de mal, c'est la fatalité, c'est moi. Donc, oubliez, il faut avoir ce qu'on appelle, donc, ça va surmonter les épreuves. Ça va surmonter les épreuves et éviter ce que j'appelle la procrastination. Qu'est-ce qu'on appelle la procrastination? C'est toujours remettre les choses au lendemain. Je dois faire quelque chose aujourd'hui, je dis, je vais attendre demain. Imagine tu es un élève ou un étudiant, tu dois préparer tes devoirs ou tes examens. Tu dois réviser aujourd'hui telle leçon ou telle matière, tu attends demain. Les leçons s'accumulent et l'examen approche. Un jour à l'autre, tu ne pourras pas tout réviser. Et tu veux faire ce que j'appelle, ce que nous appelions à l'université, la traversée. C'est-à-dire passer toute la nuit à apprendre. L'esprit n'est pas tranquille. Toute la nuit à apprendre, le lendemain tu te réveilles, tu n'es pas en forme à l'examen. Tu oublies tout ce que tu as appris. Donc, tout ce que tu as à faire, fais-le à temps. Donc, comme les Anglais le disent, Jacques, time is money. Time is money, no delay. Donc, il n'y a rien à attendre pour éviter un retard. Fais les choses à temps, à contre-temps, fais-le. L'essentiel, tu fais, le reste, tu remets ça dans les mains du Seigneur, le bon Dieu. Il s'en occupe. Mais on ne peut pas toujours dire, Rogafaha. Et toi et le ciel t'aidera. So God helps
those who help themselves. Donc on dit Dieu aide ceux qui se décarcassent, ceux qui font des efforts. Je ne peux pas être un élève, un étudiant. Je suis tous les jours à l'église, ou tous les jours à la mosquée, et je n'apprends pas mes leçons. Le bon Dieu n'agit pas ainsi. Je me rappelle à Gaston-Berger, notre aumônier, le père aumônier, c'est-à-dire le responsable de l'université en tant que garant de la foi catholique, après les prières, il nous renvoyait, il disait, allez-y étudier. Et ceux qui faisaient partie de la chorale ou du renouveau charismatique, après chaque examen, il nous demandait d'apporter exactement les notes. Ceux qui n'ont pas la moyenne, il dit, vous ne venez plus à la chorale. Vous n'allez plus au renouveau. Parce qu'il ne faut pas passer tout ton temps à l'église ou à la mosquée et tu ne réussis pas. Parce que le Dieu que vous servez, c'est un Dieu d'excellence. Dieu veut votre réussite. Au contraire, le Dieu que vous servez n'est pas un Dieu nulard. C'est un Dieu d'excellence. Il a établi l'homme sur cette terre pour qu'il puisse réussir. Donc ça, c'est ce que j'appelle, je donne cet exemple pour parler de la confiance en soi, mais la confiance en Dieu. Ces deux vont de pair. J'ai confiance en Dieu, mais si je n'ai pas confiance en moi, ça ne passe pas. Il faudra avoir cette confiance en soi. Tout est possible à celui qui croit. Vos facultés, à chacun, Dieu a donné un don. On est en classe, on dit, tel est toujours premier, deuxième. On dit, Koku, c'est Dieu qui l'a donné un don particulier. Chacun a un don en lui, mais c'est la manière dont nous l'utilisons. Est-ce que tu as fructifié le don que Dieu a mis en toi? Nul n'est, plus ou moins je dirais, nul n'est nullard. Mais c'est la manière dont vous vous organisez, dont vous travaillez, qui fait la différence au niveau universitaire, au niveau académique, mais aussi au niveau scolaire. À la quête effrénée de nos connaissances intellectuelles, aujourd'hui, nous devons également y ajouter l'éducation aux valeurs humaines. Car il faudra, dans ce monde en mutation, allier humanité et éducation. Qu'est-ce que j'apprends par humanité? Nous sommes tous issus d'un monde rural. Nous avons été forgés. On nous a inculqué ces valeurs. Il ne faut pas qu'à l'université, nous les perdions. C'est-à-dire, on t'a éduqué à être un homme digne, un homme d'honneur, un homme de courage ou une femme de courage ou une femme courageuse. À l'université, à l'école, pour un rien, tu te décourages. Donc, il faut allier humanité et éducation. L'éducation à la citoyenneté et au civisme. Je suis élève, je suis étudiant, je passe tout mon temps à casser tout en salle de classe, je jette les mouchoirs de gauche à droite. Ça, ce n'est pas aussi un bon exemple dans la vie estudiantine sociale. Dans la vie estudiantine, nos manières de faire, de parler, d'agir, souvent ne sont pas en corrélation avec nos valeurs telles que reçues au niveau de nos familles, au niveau également de nos lieux d'éducation. Ce que on nous a inculqué dès la tendre enfance pour que nous devenions des hommes ou des femmes de valeur. Aujourd'hui, nos sociétés pâtissent face à de ces aspects multiformes de mutation avec autant de défis. Il faudra donc que nous puissions restaurer les valeurs morales, les valeurs cardinales, les valeurs religieuses, afin que nous ayons un havre de paix pour un développement harmonieux, alliant, je rappelle encore, éducation et humanité. En exemple, le gaspillage du bien public. Je suis au campus social, la vie étudiantine sociale. Je n'éteins jamais les lampes. Le robinet, les lampes, je dis que ça appartient à l'État. Ça n'appartient pas à Bassirou Diomaye ou au président Sonko. Ce sont les contributions des impôts de vos parents, le chef de village Gilbert est là, qui font que tous ces fonds alloués, donc nous en servons pour pouvoir améliorer notre quotidien. La liste est loin d'être exhaustive. Voici juste quelques exemples. Après avoir évoqué ces comportements, nous pouvons maintenant essayer d'examiner en profondeur les faits. Un de nos passeurs, un penseur, ou je pourrais dire un intellectuel anglais, qu'on appelle Sweet Madden, dans son ouvrage Success, success ça signifie réussir, hein? Success. Il a juste écrit un livre pour dire Success, comment réussir. Au collège, notre professeur nous disait, il y a réussir la vie et réussir dans la vie. Il y a deux.
nous pouvons faire la différence de ces deux expressions. Réussir la vie, réussir dans la vie. J'ai réussi la vie, peut-être j'ai obtenu un emploi, mais est-ce que tu as réussi dans la vie? Dans la vie, c'est pas seulement obtenir un emploi, mais réussir dans la vie, c'est être une personne épanouie. Épanouie dans tous les sens. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais il n'est pas heureux, il n'est pas content. Il est toujours dans les lamentations, dans la victimisation. On peut réussir à obtenir le diplôme, mais on n'a pas réussi la vie. Et dans ce sens, je dirais, en citant ce penseur, je cite, il évoque ceci. Il y en a en vous des pouvoirs qui, si vous parvenez à les utiliser, feraient de vous tout ce que vous avez pu rêver de devenir ou imaginer de devenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Autrement, en chacun sommeille des talents, des dons. Mais c'est à la personne de les fructifier. Il ne faut pas se sous-estimer. Je dis, je suis étudiant, je ne pourrais pas réussir le droit. Donc, nos étudiants de droit, on dit, à la fac de droit, il y a beaucoup de cartouchards. Mais ce n'est pas parce que l'autre a cartouché que toi, tu vas cartoucher. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que l'autre n'a pas pu réussir à l'université que je ne réussirai pas. Il faut prendre des bons exemples, des bons modèles. Le président des étudiants de Pomban a évoqué le cas de Dr Jeanne, qui récemment a soutenu sa thèse à l'université Ali Diop de Bombay. Est-ce que si elle se victimisait, est-ce qu'elle allait en arriver là? Moi, je me rappelle lorsque j'avais mon bac, on avait un professeur au temps qui nous disait « Vous ne méritez pas votre bac ». Il y a une étude britannique, Jacques, à l'UGB. Ce professeur nous disait « Vous ne méritez pas ce bac ». Et pourtant, avant ce bac, à l'UGB, il fallait avoir la mention au minimum à bien et la moyenne 12 au bac pour être orienté. Donc, c'est des sélectifs. Et dès les premiers cours, il dit « Vous ne méritez pas le bac ». Pourquoi? En disant en anglais, peut-être vous ne pouvez même pas parler anglais. Vous allez écrire sur l'ardoise et donner à votre interlocuteur qui va effacer et vous répondre. Et dans ce sens, je donne cet exemple pour dire qu'il faut trouver des bons exemples. Il ne faut pas vous sous-estimer. Ou des gens qui vont vous décourager, ne les suivez pas. Vous avez assez de modèles dans ce village Ngoye et environnant. Nous tous, nous sommes issus de l'école sénégalaise. Nous avons fait nos bancs ici et nous avons réussi ici. Mais ça n'a jamais été facile. Hein? On a essayé de surmonter les épreuves. Nous avons vécu ici, nous venions en vacances comme vous. Nous avons eu des problèmes à l'université comme vous. Mais ce qui a été notre force, c'est la confiance en Dieu, la confiance en soi. Et je pourrais dire le courage. Le reste, le travail personnel qui s'accomplit. Dans ce sens, ce monde estudiantine est secoué par tant de tribulations. Tribulations, c'est des choses qui viennent troubler en quelque sorte votre quotidien, votre existence. L'autre penseur, Marshall, disait « Do what you love, the money will follow ». En anglais, Jacques, tu vas traduire ça. « Do what you love, the money will follow ». Faites ce que vous aimez et l'argent suivra. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Commencez par l'argent et vous ferez ce que vous aimez. C'est le contraire, c'est le constat que j'ai fait. C'est un constat amer au niveau de nos élèves et nos étudiants. On veut coûte que coûte gagner de l'argent sans pour autant passer par les braises du feu. Il a dit « Do what you want, money will follow ». Il faut commencer à faire ce que vous aimez et l'argent suivra. Quand tu fais un travail acharné, tôt ou tard, Dieu payera tes sacrifices. Mais on veut coûte que coûte réussir, on veut coûte que coûte gagner de l'argent, ce que j'ai dit, sauter les étapes. Et le lendemain, ce sera les lamentations, ce que j'appelle les graissements de dents et les tirements de mèches et de greffage. Hein? Les cheveux non naturels. Je taquine mes soeurs. Je suis étudiant, je suis élève, je veux avoir des cheveux naturels de 200 000. Je ne suis pas salarié. Mon père ne peut pas me l'offrir parce qu'il m'aide pour ma bourse, il m'aide pour mon quotidien, c'est-à-dire les tickets de restauration, mon transport, ainsi de suite. Comment peux-tu obtenir cela? Qui te l'a donné? Est-ce ton frère n'est pas aussi la personne qui te l'a donné, ni ta soeur? Chaque chose a son temps. Il ne faudra pas sauter les étapes. On commence, on est élève au primaire, on va au secondaire, au collège, au lycée, on va à l'université, après on devient professionnel. Ne sautez pas les étapes. Être patient dans un monde bouleversé. Parce que le monde d'aujourd'hui,
ce qui nous offre en mutation, c'est-à-dire qu'on veut coûte que coûte réussir. Tu peux facilement réussir, mais la réussite facile n'est pas tout à fait bonne. Il faudra endurer pour pouvoir comprendre ce que j'ai réussi, je pourrai mieux servir. Mais quand je vais réussir facilement ou avoir quelque chose coûte que coûte, il y a toujours, je dis, des conséquences fâcheuses, telles que l'argent, qui est le nerf de la guerre ou qui est en quelque sorte notre piège. Je parlais donc de cette pensée, do what you love. Do what you love, on ne peut pas être élève étudiant et ne pas aimer ce que l'on fait. Tout commence par l'amour. Je fais une chose malgré moi. J'étudie malgré moi. C'est mon père, c'est ma mère qui m'a forcé à étudier. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras jamais réussir. J'avais une fille à l'université, c'est-à-dire nous, à Gaston-Berger, on a l'accueil, comme vous le faites, hein, des nouveaux, mais ça c'est dans la communauté catholique, où à chaque nouveau ou nouvelle, on lui donne un parrain et un marraine, ce que vous ferez aujourd'hui, qui doit le guider ou la guider quotidiennement dans tous les aspects de sa vie, académique, sociale, spirituelle. Et cette fille, après avoir échoué à ses études de droit, me disait ceci. Elle a pleuré toute la nuit en disant, je n'ai jamais voulu faire le droit, c'est mon père qui m'a forcé. Donc, c'est-à-dire, ce que tu fais sans amour, tu ne pourras pas réussir. Parce que l'amour stipule la motivation. Lorsque j'ai obtenu mon bac, je dis, j'ai fait anglais. D'autres me disaient, en anglais, c'est pas bon, il y a beaucoup de chômeurs. Il faut aller faire droit. Tu peux devenir magistrat ou avocat. Mais je dis, je ne peux pas faire droit parce que c'est la matière que j'aime. Moi, j'aime les lettres. J'aime les lettres, donc, et plus particulièrement l'anglais. Et donc, le contraire aujourd'hui est que si j'allais faire droit, je ne pense pas que je pourrais réussir ou obtenir mon doctorat. Parce que je ne l'aimais pas du tout. J'ai aimé faire ce que je veux, mais par amour, j'ai choisi anglais. Et par la grâce de Dieu, mais avec mes modestes efforts, Dieu a payé le prix pour moi. Donc, il faut faire les choses par amour. On réussit mieux lorsqu'on a choisi de faire une chose que l'on aime. Toi, jeune élève, étudiant ou nouveau bachelier, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ta joie? Dès lors, il me semble fondamental, je rappelle, que nous nourrissons notre esprit de pensée positive. Être très optimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Le pessimiste, c'est la personne qui voit toujours du côté négatif. Mais quand je suis optimiste, je dis que tout est toujours possible. Avoir l'esprit positif. Quoi qu'il arrive, j'y parviendrai. Quoi qu'il arrive, je réussirai. Quoi qu'il arrive, je vais traverser le fleuve, mais je pourrai arriver à la rive. Donc, il faut être optimiste et ne pas être pessimiste. Tout est lié à votre état d'esprit. Les Anglais parlent de mindset. Hein? De dire just, you have to check your mindset. C'est-à-dire ton état d'esprit. Tout ce que tu fais détermine ton état d'esprit. Si aujourd'hui je dis, je pourrais réussir ceci, dans l'état d'esprit, tout est déjà là, et je vais me donner les moyens de le faire. So, il faut donc, dans votre état d'esprit, ce que nous appelons en anglais le mindset, que vous soyez mentalement fort, psychologiquement fort. Pour cela, évitez de sombrer dans ce que j'appelle la fatalité. Dans mon livre Discernement que j'avais publié l'année dernière, en discernement, discernement, que ça veut dire discerner, savoir opérer des choix, avoir un esprit de discernement, pouvoir faire des choix. Dans ce sens, je disais, aujourd'hui j'ai noté que la fatalité est un des éléments qui empêche l'élève ou l'étudiant de pouvoir s'épanouir et de réussir. Pourquoi parlons pas de fatalité? Par fatalité, ça t'empêche de faire éclore les talents qui sont en toi. Vous serez bouleversé par des épreuves inhérentes, c'est-à-dire inévitables à la vie sociale estudiantine, telles que le manque de logement. Robert ne me démentira pas. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants n'ont pas le logement, c'est difficile. Ce sont des épreuves. Le manque de tickets pour la restauration. Quelqu'un a mentionné la solidarité. Il faudra être très solidaire en tant qu'étudiant. Je suis avec mon camarade, il a manqué de tickets. Je partage. La vie étudiantine sociale aussi, c'est également le partage.
Il m'est arrivé un jour, je partais pour le petit déjeuner à Gaston-Berger. J'avais un seul ticket qui me restait. Arrivé à la porte, je trouve un étudiant qui demandait un ticket. Je lui ai remis mon ticket, je suis retourné faire un examen. Le lendemain, on m'a envoyé 50 000. Et pourtant, c'est le seul ticket qui me restait. Si je n'avais pas été solidaire, je sais que Dieu n'agirait pas. Donc il faudra être très très solidaire dans cette vie estudiantine. Parce qu'il y a les épreuves. Le manque de tickets, le manque de documents, on n'a pas d'argent pour imprimer, nous ne sommes pas boursiers, les non-boursiers. Raison pour laquelle j'ai vraiment aimé l'initiative de l'AMEN, où souvent ils vont des journées de solidarité à l'endroit des nouveaux bacheliers, mais également des non-boursiers. Vous serez bouleversés, mais un autre mot que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la résilience. Qui peut nous donner une définition ou nous expliquer ce qu'on appelle résilience ou être résilient? Je rappelle, ce n'est pas une conférence, c'est un panel. Un panel, c'est un échange. Nous sommes là pour échanger. Et vous, jeunes élèves ou jeunes étudiants, je parlerai de ça, le développement personnel. C'est-à-dire la prise de parole en public fait partie du développement personnel et que vous devez apprendre petit à petit. Être résilient dans la vie étudiantine sociale. La résilience. Qui peut essayer d'apporter une modeste contribution à ce mot? Je dis, il faudra être résilient. Il faudra que vous soyez résilient dans cette vie étudiantine sociale. Président, merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais partir directement sur cette citation d'Albert Einstein qui merci beaucoup, qui dit que pour être un membre irréprochable dans une communauté de moutons, il faut avant tout être soi un mouton. Cela dit que en partant à l'université, il faut essayer de s'adapter malgré les obstacles qui vont venir, malgré les épreuves. Il faudra toujours avoir l'âme consciente de savoir que je suis là pour étudier. Mais je ne suis pas là pour de luxe, je ne suis pas là pour de noblesse, je suis là pour étudier et je veux réussir et je dois réussir. Cela m'envoie directement à un adage latin qui dit Dum expiro, expiro. Tant que je respire, j'espère. Donc tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et avoir confiance en soi aussi, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Merci. Président, standing ovation for him, on dirait les Anglais, donc il faut l'applaudir. Président a trouvé les mots qu'il faut pour nous expliquer. Voici, il a évoqué en termes l'adaptation, c'est-à-dire qu'il y aura les tribulations, les vicissitudes, mais il faudra que je m'adapte. Je m'adapte pas pour rester intact, mais pour avancer. Donc la résilience, c'est ce mot, j'appelle aujourd'hui, qui nous aide, qui reste une boussole face aux tempêtes, aux tornades, aux orages qui s'abattent sur notre barque existentielle qui est tout à fait frêle. Je parle de barque, je parle de tornades, de tempêtes, c'est l'ensemble de ces problèmes, de ces difficultés que vous rencontrez au quotidien ou quotidiennement. Des moments de liesse, de joie, seront suivis des périodes de doute. Par résilience, j'évoquerai un autre auteur qui nous explique ainsi. Dans son œuvre autobiographique, l'écrivaine Josiane, son œuvre s'intitule Le couloir de la résilience. Le couloir de la résilience. L'année dernière, nous avons célébré la cérémonie dédicace de son œuvre. Elle disait ceci: la résilience, ce n'est pas avancer quand tout va bien. C'est surtout se relever quand tout semble s'effondrer. Donc, vous connaissez Chinua Achebe, l'écrivain nigérien qui a parlé du monde s'effondre. Donc, things fall apart, le monde s'effondre. Quand je dois tomber, je devais me relever. C'est quand tout semble s'effondrer, je dois toujours avancer. C'est ça la résilience. C'est surtout se relever quand tout semble s'effondrer, quand les choses ne vont pas. Il ajoute, dans cette résilience, les vicissitudes de la vie, il faut éveiller les champions qui dorment en vous.
Éveiller les champions qui dorment en vous, ce sont les talents, les dons dont j'ai évoqué au début de mon allocution. S'armer de courage et d'abnégation pour surmonter les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie. Avec foi et détermination, avancer. Dans la vie estudiantine sociale, nouveau bachelier, je m'adresse à vous. Au-delà des succès, par exemple, qui peuvent même vous galvaniser, tels que l'obtention du bac avec mention, the highest, la plus grande mention c'est au bac, la plus grande mention au bac c'est très bien. Donc à l'université on parlerait de mention très honorable et écrasement du jury. Donc je peux être quelqu'un ou quelqu'un qui est galvanisé. J'ai mon bac, j'ai eu la mention très bien, à bien, bien, passable. Ce sont des moments auréolés de gloire, n'est-ce pas? Ça c'est la gloire. Je me glorifie. C'est un honneur pour moi, pour la famille, les amis, l'entourage, les camarades. Suite à l'obtention de ce bac, on peut avoir la suite des événements qui peut révéler des incertitudes et des aléas inattendus. Ça se passe ainsi parfois à l'université. J'ai eu mon bac, mais arrivé à l'université l'après-année, tout n'est pas bien passé. Pourtant, j'ai eu la mention. Je faisais partie des meilleurs élèves de mon lycée, de mon collège. Ça, ce sont des incertitudes inattendues. Mais autre incertitude, on peut avoir la perte d'un être cher, tel que notre regretté Elhadj, paix à son âme. Il y a l'échec. Les incertitudes, ces tempêtes, on peut avoir les jugements. Si on n'a pas ce mindset fort, on peut s'abattre. Les calomnies, d'autres ont dit ceci. On a dit que Bama qui est de Fassof, Kassof, n'est à l'état, exemple. Hein? Mais ne regarde pas ce que les gens disent de toi, mais tu te connais toi-même, comme on disait. Donc moi, je me connais mieux que quiconque. C'est pas ce que l'autre dit de moi que je suis. Je suis qui je suis. Et Dieu seul sait qui je suis. Donc ne vous fiez pas aux calomnies, aux jugements qui peuvent impacter sur votre mental, sur votre mindset. Les faux témoignages. Les faux témoignages. On a dit tel est comme ceci, tel est comme cela. Je suis allé rapporter de mauvaises paroles à l'endroit ou sur des propos qui sont malveillants en tant que tel. Médire, la médisance, ça aussi ce sont des tribulations, des incertitudes dans la vie sociale. Tous ces avatars, je parle des comportements qui sont très avilissants de notre monde en mutation. L'épreuve, le couloir de la résilience de te conclut par ces mots. Car la motivation, chaque expérience, chaque engagement, chaque initiative peut être un fil qui vous aide à tisser la toile de votre avenir, dit-il. Jeune étudiant, jeune bachelier, jeune élève, je t'invite à raviver la flamme de l'espérance qui est en toi. L'espérance va avec la foi, la confiance en soi. Ta famille a mis un espoir en toi, en quittant ce lieu, ton terroir, ton village natal. Tout l'espoir de la famille repose en toi. As-tu le droit de les décevoir? As-tu le droit de baisser les bras, de te décourager parce qu'il y a eu ceci ou cela? Non. Fais ton devoir en toute responsabilité. Tu as une responsabilité morale, tu as une responsabilité familiale, parce que tu es redevable à la famille, à tous ceux-là qui t'ont aidé, qui t'ont épaulé dès ta tendre enfance, en commençant par les parents. Dans un monde de plus en plus matérialiste, j'ai évoqué ce matérialisme aujourd'hui, au début, en parlant de l'argent, l'argent facile, ou les biens, l'accès aux biens faciles. Je veux obtenir un iPhone, je ne sais pas, le latest modèle, pas mal. Le dernier modèle de iPhone, c'est le 17. Je suis étudiant, je suis en pleine année, je veux obtenir un iPhone 17. Alors que Dr Diouf, il a un Technospark 10 qui coûte moins de 50 000. Je veux un iPhone 17. Par quel moyen? Même si tu avais cet argent-là, n'oublie pas ta responsabilité morale envers tes parents, envers ta famille. Sois modeste, en toute humilité. Parce qu'on peut être galvanisé à l'université jusqu'à perdre les repères. Cela arrive aussi à certains dans ce milieu très complexe.
Jeune étudiant, dans un monde de plus en plus oppressant, exploitant, capitaliste et déshumanisant, tu demeures conscient parce que il faut ramer. Étant donné que on n'est jamais à l'abri, d'une vague. On n'est jamais à l'abri d'une vague quand nous nageons. Mais c'est la violence des courants qui nous garde éveillés, vigilants face à cette trame vigoureuse. Alors, contre le mal de mer, que les courants soient favorables ou non, il faudra traverser la vie malgré les récits. Je parle de ces récits pittoresques, c'est-à-dire les récits de tribulation. Cela, c'est juste une citation de notre écrivaine Fatou Diom. Quelqu'un aussi l'a cité aujourd'hui. L'écrivaine Fatou Diom qui nous parle. Il faut ramer à contre-courant pour pouvoir arriver au rivage malgré les épreuves. Ce sont les mots de Fatou Diom dans son livre Le verbe libre et silence. Qu'en est-il maintenant en résumé de votre vie étudiantine, académique et pédagogique? Donc nous avons un peu fait un tour de la vie sociale, le campus social, mais il y a les réalités pédagogiques ou académiques que nous ne devons pas aussi laisser de côté, nous ne devons pas reléguer au second rang. Dans ce second point, j'aborderai cette vie académique, pédagogique, mais en corrélation, en rapport avec ce que j'appelle le projet professionnel, afin que vous ayez une vie professionnelle épanouie, valorisante et digne. Rappelez-vous du mot où je disais, il faut faire les choses avec amour. Parce que même étant professionnel, quand il ne fait pas les choses avec amour, il y a des impacts. Jacques est professeur d'anglais, il enseigne malgré lui. Il n'aime pas ce qu'il fait. Il y a des impacts sur les élèves. Ils ne pourront pas réussir. Parce que moi, je n'ai pas aimé ce que je fais, je ne vais pas le faire de la bonne ou la meilleure manière. Dans cette vie académique, pédagogique, il faudra bien discerner, choisir. Le cheminement de cette vie étudiantine au niveau académique, au niveau pédagogique, requiert de faire des choix lucides. Êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Qu'est-ce que j'appelle par sacrifice? Je suis là, étudiant, je me limite à ma vie étudiantine, en sachant que demain, quand même, j'aurai des lendemains meilleurs. Et je ne veux pas brûler les étapes. Dans cette vie académique, accordez-vous de la valeur à vos études. On m'a dit, je suis élève, étudiant, je suis sorti de mon village d'Ongoy, on m'a orienté à l'Union de Bambay ou à Sansek de Ziguinchor, ou à Ibadet Cham de Thiès, ou à Gaston Berger de Saint-Louis. Je n'ai vu ni parents, ni amis. Je suis libre. Mais est-ce que cette liberté te permet de faire tout ce que tu veux? Saint Paul qui nous rappelle sur la liberté, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Je cite là une parole biblique. Saint Paul, il nous dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. On te laisse en toute liberté. Mais ce que tu fais, est-ce que ça te sera profitable? C'est-à-dire, quelles seront les conséquences? Analysez bien les conséquences de ce que tu fais. Je suis libre, loin de mes parents. Personne ne me surveille. Je deviens autonome, indépendant. Cette autonomie ne doit pas te permettre de faire tout ce que tu veux. Mais tout doit être en corrélation avec les valeurs qu'on t'a inculquées. À toi, étudiant, jeune bachelier, ancien comme nouveau, élève, quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités? J'accorde la priorité à quoi? À la soirée au niveau des quartiers là-bas, à mes études, aux cheveux que je vais acheter, aux habits que je vais acheter, ou bien à mes études, parce que chaque chose a son temps, je rappelle. Il faut avoir des principes pour préparer votre avenir familial, social, mais également professionnel. Quelles sont vos priorités? Qu'en est-il de vos objectifs, mais de vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive? La vie étudiantine, académique, pédagogique, exige de faire des choix inébranlables qu'on ne pourrait pas plus ou moins laisser tomber parce que nous sommes conscients de ça. Je parle de la motivation qui doit guider chaque choix. Si on n'est pas motivé, on ne pourra pas avancer. Par exemple, dans la vie étudiantine,
je dois mener une vie équilibrée. Certains tombent dans ce piège à l'université. Je suis seulement à l'université, je ne fais qu'étudier. L'engagement dans les associations est très très important en tant qu'étudiant. Parce que Robert, au niveau de l'AMEN, c'est là qu'il a appris, par exemple, à guider, à mener des hommes et des femmes en tant que leader. Le leadership, il s'acquiert dans ces associations. Il a appris à s'exprimer devant son public, son auditoire, la prise de parole en public. Ça, c'est le développement personnel. À l'université, si vous avez l'occasion, intégrer les associations. Ce sont des lieux de formation. On ne vous apprend pas cela dans les amphis. Donc, quand je suis membre de l'AMETACOM, de l'AMEN, j'occupe une fonction, même étant membre de la commission féminine ou sociale, je me forme demain à être un leader, mais je suis aussi également au service de mes frères et sœurs. Par exemple, un autre piège est que certains disent ah, je vais juste étudier, je ne fais rien. Il faut allier les choses. Exemple, on peut allier sport et études pour développer en quelque sorte son esprit, son mental et éviter ce que j'appelle les surmenages. Hein. Ça arrive souvent à l'université. Et ça est arrivé avec des amis. De plus en plus dans la vie étudiantine, il est utile de bien s'organiser. S'il vous plaît, académiquement, pédagogiquement, il faut être très méthodique, planifier son travail et gérer son temps. Les Anglais parlent de time management. Si à l'université tu ne sais pas gérer ton temps, donc facilement tu peux échouer. Il faut bien gérer son temps. Prendre part au cours. Ce point, s'il vous plaît, j'attire votre attention. Prendre part au cours aujourd'hui dans le monde en mutation ne suffit pas. Aujourd'hui, dans le monde en mutation, prendre part seulement au cours ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Au-delà des cours dans les amphis, dans les salles, qu'est-ce qu'il faut? J'ouvre une question. Hein. Je rappelle, c'est un panel. Au-delà des cours dans les salles, dans les amphithéâtres, qu'est-ce qu'il faut? Être seulement présent au cours à l'université ne suffit pas. Je m'adresse maintenant aux anciens étudiants, pas aux nouveaux bacheliers. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Pas seulement être dans les amphis, mais il y a autre chose qui peut vous aider à réussir. Aujourd'hui, l'année dernière, Dr Jean vous a parlé du LMD. Il vous a expliqué le LMD et ses rouages. Prendre part au cours aujourd'hui ne suffit pas à l'université. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Je m'adresse aux anciens étudiants. Bon, merci docteur. Bon, pour moi, les cours et autres peuvent ne pas suffire, mais il suffirait encore de faire des recherches et aussi fréquenter en plus les autres anciens, vos professeurs, en solo. Le faire seul, parfois, et s'exercer davantage. Voilà, merci. Merci, M. Diouf, de m'avoir donné la parole. Je vais commencer par paraphraser la citation de Fatou Diom dans son roman intitulé Inassouvi nos vies, lorsqu'elle disait que la vie est un désert. Par exemple, l'idée de l'oasis, nous donne un plaisir, mais pour l'atteindre, il faudra retrousser tes manches pour espérer atteindre le sommet. Donc, la vie estudiantine, c'est un monde nouveau, mais ça nécessite une adaptation. Quand on parle d'adaptation, c'est essayer de côtoyer les anciens, demander des conseils et aussi s'adapter dans ce milieu qui est un mystère. Parce que quand on vient d'être étudiant, il y a un tas de questions. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de t'adapter. Et aussi s'attendre toujours au pire. Parce qu'on dit toujours que le bonheur naît de la souffrance. On ne peut pas réussir sans pour autant passer sur des épreuves, sans pour autant passer sur des épines. Parce que c'est le charme même de la vie. Quand
s'il n'y a pas la souffrance, on ne peut pas espérer avoir un bonheur. Parce que le bonheur est fille de la souffrance. Donc, chers jeunes, si c'est difficile, si vous êtes désespérés, ne lâchez rien. Encaissez des coups, tombez, mais de grâce, relevez-vous. Parce que personne ne le fera à votre place. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Vous êtes l'acteur principal de votre réussite. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diouf. D'abord, je commence à saluer mon très cher frère, mon frère patriote, M. le Président Robert, mon cher président de l'Amerta comme Adam Agui et tous les autres présidents, chers invités. Merci beaucoup aussi, encore une fois, M. le conférencier. Je dirais conférence, je peux dire aussi un cours magistral, je peux dire aussi une leçon de morale dans la vie de tous les jours. Donc, avant d'essayer de répondre à cette question, je vais essayer de faire un petit ramachage, ce que j'ai pu retenir de votre conférence, qui est pour moi une référence dans la vie de tous les jours. Dans la mesure où vous parlez de pessimisme, parlez aussi de l'optimisme, ça me fait penser à l'œuvre de Voltaire Cagny, donc avec ces personnages, après une brève lecture, donc ça m'a beaucoup rappelé. Mais en parlant aussi de parcours académique, de comment doit se comporter, se former et se vivre un étudiant, j'ai pensé automatiquement à la lettre de Pantagruel à Gargantua, donc qui date au XVIe siècle, l'humanisme. Vous avez tout évoqué. Donc, vous nous avez rappelé à des références, et même le père aussi lui a dit il faut être comme Cicéron, comme Platon, comme Épistémon. Mais il faut aussi apprendre les sciences naturelles, apprendre l'anglais, apprendre le latin, l'arabe pour la religion, mais aussi pour d'autres. Mais aussi, il faut se former pour pouvoir se défendre dans l'armement comme la chevalerie, mais aussi avec l'argumentation. Donc là, votre discours m'a fait encore penser cette leçon, il y a de cela 10 ans, parce que c'est lorsque je faisais la classe de seconde, avec notre jeune professeur qui venait de sortir récemment à l'école, à la FASTEF, oui, à la FASTEF. Donc, M. Diouf, vraiment, je ne peux pas comment dire, voilà mon plat des beignets que je vois très délicieux, mais je n'ai pas pu goûter, parce que je me suis contenté de vos mots qui me valent droit au cœur. Donc, comme le disait aussi Victor Hugo, lire c'est manger et boire, un esprit qui ne lit pas, maigrit comme un corps qui ne mange pas. Votre discours aussi m'a beaucoup ressaisi. Donc, en parlant comment devons-nous faire après avoir fui les cours dans les amphis, je vais directement parler de mon très cher frère, mon doyen Ibrahim Faye, qui a fait partie des doyens qui m'ont accueilli à l'université. Moi, je vais planifier mon temps en 3 grands temps. Le temps d'aller dans les amphis pour suivre les cours d'abord, et le temps de fréquenter la bibliothèque de notre département à la faculté des lettres et la bibliothèque universitaire. Le 3e temps était de fréquenter les anciens. Les Ibrahimons, chaque jour je le trouvais au pavillon M, 61 ou bien 31, chambre 61. Il y avait beaucoup de doyens, les Robert, ainsi de suite. Voilà, de leur discours, me parlaient de licence de master en philosophie. Moi, je me disais, est-ce que je peux parvenir à ça? Parce que ça m'étonnait. Voilà, ça m'étonnait dès les premiers pas. Je ne comprenais pas. Voilà, je ne pouvais pas me réveiller très tôt pour avoir de la place. Les gens je suis en L3, je suis en L2. Voilà, la semaine prochaine, je vais aller au soutenance de mon camarade. Ouais, mais j'ai dit, mais ces gens-là, comment ils ont fait pour passer la L1? Parce que ça m'a beaucoup posé problème. Et même j'ai repris la L1. Oui, j'ai repris la L1. Mais après en cela, que j'ai gardé le mot que vous avez parlé, la résilience, qui n'est rien d'autre, la conjugaison ou bien le rime de la foi en Dieu et la confiance en soi. Donc la foi en Dieu d'abord et la confiance en soi, d'essayer de s'adapter, de s'informer et de dire que c'est bien possible. Parce que après la déclaration des résultats, mes aînés m'ont dit qu'après avoir aussi repris la deuxième fois, on va vous renvoyer, tu vas cartoucher. Je me suis automatiquement demandé, mais qu'est-ce que je vais dire de mon retour? Donc en tant que jeune bachelier avec une mention, venir à l'université et retourner automatiquement, j'ai dit non, c'est pas possible. Oui, c'est à ce moment-là donc que j'ai dit que donc c'est bien possible. Et jusque-là, j'ai dit Alhamdulillah, nous sommes en master 2.
licence en lettres modernes, master en linguistique, et toujours aussi nous poursuivons nos études dans d'autres domaines. Donc, chers étudiants, je pense que ce discours qui est aussi oral mérite d'être transcrit et être aussi un soubassement et une leçon à réciter dans la vie de tous les jours et de s'interroger une fois à l'université pourquoi on est là. Donc pourquoi on est là? On est venu pour arracher des diplômes, mais aussi on est venu pour, après ces diplômes aussi, s'insérer dans le monde professionnel, mais avant tout et surtout être des serviteurs. Nous vivons pour servir. Il faut s'engager dans les associations, il faut s'engager dans les organisations, tant dans notre village, dans notre localité, à l'université, mais aussi et surtout partout. Parce qu'Ibrahima, on est de la même commune, c'est à Dakar qu'on s'est connus. De même que Robert, de même que Ngoma, d'ailleurs nous sommes dans la même liste syndicale, dont je suis le vice-coordinateur, Nouvelle Vision syndicale, et tant d'autres. Donc je suis là envoyé, je pense automatiquement à mes camarades, à ces jeunes frères, qui m'a fait un réel plaisir donc d'être là, de venir par devoir de présence d'abord en tant qu'étudiant, en tant que leur camarade, en tant que leur doyen, mais aussi par devoir de représentativité, de représenter le vice ou bien l'invité d'honneur, M. Racine Dia, dont le conférencier a cité comme modèle d'engagement et d'abnégation. Donc voilà, c'est là où je voulais attirer votre attention. Encore une fois, merci beaucoup, M. le conférencier. Merci beaucoup, chers frères, pour ces mots de bienveillance à notre endroit et à l'endroit de ces jeunes qui vous écoutent. Ces mots sont des leçons que nous devons aussi garder à l'esprit, parce que ça ravive en quelque sorte notre confiance, que vous l'avez si bien dit, en Dieu, mais en soi. Je disais donc, être à l'université, être présent dans les amphis ou à l'école, dans les salles de classe seulement ne suffit pas. Ils ont parlé, il faudra faire des recherches complémentaires. Il a parlé de la fréquentation à la bibliothèque, la fréquentation des anciens, pour pouvoir recueillir leurs conseils, mais également obtenir des documents, mais des explications, des cours. Je ne peux pas comprendre que je sois un étudiant en master au département de droit et que j'ai un étudiant en L1 issu de ma localité qui me connaît bien et qui ne s'approche pas de moi. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas être un étudiant en anglais en L3, un étudiant en anglais L1. Nous sommes dans le même quartier au village, il me connaît et il ne s'approche pas de moi. Soyez ouverts, mais il faudra aussi que les anciens soient ouverts envers les nouveaux, parce que les nouveaux qui viennent de débarquer, souvent ils sont calmes, ils sont réservés ils se sont recroquevillés dans leur petit coin, comme des poules mouillées, hein? Je taquine un peu. Aujourd'hui, dans la vie estudiantine, les mutations dont nous avons évoquées, obtenir les diplômes seuls ne suffisent pas. L'obtention des diplômes seuls ne suffisent pas. Un autre point que je vais aborder, même si les opportunités se présentent aujourd'hui, vous pouvez davantage suivre d'autres formations. Il évoquait Platon en parlant, il a étudié ceci, il a étudié ceci, il a étudié cela. Il ne s'est pas limité en un seul domaine. Docteur Jeanne, qui est là à côté de moi, ma soeur, elle est docteur en informatique, mais elle a posé des bases en anglais. Moi qui suis docteur en anglais, j'ai besoin de bases en informatique. Donc, c'est ce que j'appelle dans ce monde en mutation. Seulement les diplômes ne suffisent pas. Si vous avez l'occasion, faites des formations certifiantes. Si vous avez l'occasion, faites des renforcements de capacité. Je peux être un étudiant, j'ai une occasion, je fais des renforcements de capacité en bureautique. Ça pourra beaucoup m'aider. Mais j'arrive au master, je ne peux même pas saisir mon mémoire. Je vais aller payer là-bas. On va saisir pour moi parce que je ne peux pas manipuler l'ordinateur. Je ne peux même pas utiliser Word. Et on a évoqué les mutations par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle. Dans le monde académique, pédagogique, il faudra donner le meilleur de soi. Essayez de vous améliorer progressivement pour être en phase avec ces mutations, les mutations de ce monde. Mais premièrement, dans son domaine de spécialité. Je ne peux pas choisir le droit et je ne fais pas de mon mieux pour réussir dans cette matière. Premièrement, dans son domaine de spécialité. Faire des recherches complémentaires qui vont davantage aider à comprendre les cours qu'on nous a donnés dans les amphis. Je ne peux pas dire j'apprends l'anglais et je me limite seulement à ce qu'on me donne dans les amphis. Les TD sont là. Il faudra aller faire des recherches. Au lieu d'attendre l'examen et aller tricher sur les ChatGPT.
couper, coller. Aujourd'hui, à l'université, il y a les détecteurs de l'IA. Un étudiant qui a fait couper-coller, facilement, on a des logiciels. Dr Jeanne, l'informaticienne, ne me démentira pas. On a des logiciels qui savent détecter le vrai du faux. Si tu es allé couper ce ChatGPT, c'est ce qu'on nous appelait le anti-plagiat. Même si tu es un étudiant de master, par exemple, tu écris ton mémoire. Aujourd'hui, on va tester tout ton travail par ces logiciels, l'anti-plagiat, certificat. Tu dois présenter un certificat de plagiat. Sinon, tu ne vas pas soutenir ton mémoire. Tu peux tricher de la première année à la licence, mais arrivé au master, tu peux être bloqué là-bas. Même à la thèse, il faudra le certificat anti-plagiat. Je vous donne juste cet exemple pour dire que les cours dans les amphis seuls ne suffisent pas. Il faudra aller faire des recherches supplémentaires et compléter, comme disait mon frère, auprès des anciens et d'autres. Académiquement, pour le départ, peu importe votre départ. Mais ce qui importe, c'est le point d'arrivée. Je suis là, étudiant, il a évoqué, il a repris la L1, mais maintenant, pourtant, il est en master. Si c'était découragé dès la L1, il ne pourrait pas arriver en master. Il a pu surmonter les épreuves, mais avec l'aide des anciens. Et nous saluons cette solidarité estudiantine. Moi, j'aime toujours, en échangeant avec vous, donner des exemples d'autres penseurs, parce que ce sont ces penseurs qui nous ont précédés et qui nous illuminent. Ils éclairent nos zones d'ombre. Quelqu'un parlait de Fatou Diom, de Platon. Ils sont là pour éclairer nos pensées. Et Brian Tracy, dans son livre Développement personnel, qu'il appelle Le pouvoir de la confiance en soi, il écrit ceci. Il vous faut en payer le prix. Par exemple, dans la vie étudiantine, académique, pédagogique, il vous faut en payer le prix. Surmonter les obstacles et faire tout votre possible pour exceller. Il est possible d'exceller. Je rappelle, les dons sont là, mais il faudra les fructifier pour exceller. La quête de l'excellence doit être votre leitmotiv. On ne doit pas juste se contenter de soi ou de peu qu'on a. Il faut chercher à exceller. Telle est une condition sine qua non en tant qu'élève ou étudiant. Il vous incombe donc de prendre en compte les exigences de notre monde, le monde qui est en perpétuelle mutation, où la facilité, la médiocrité ne rime pas avec l'excellence. La facilité, la médiocrité ne rime pas avec l'excellence. Il ne faut pas aimer les choses faciles. Il faut que les choses soient dures pour qu'on puisse se relever et réussir. Revenons à la question des compétences. Je disais, obtenir les diplômes, ça ne suffit pas. Il y a certains qui étudient juste pour avoir la note. Mais on est là pour acquérir des compétences, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire. En tant que juriste, demain tu es avocat. Est-il possible que tu puisses défendre un client, peut-être qu'on a culpabilisé, ou je ne sais pas comment on appelle en termes juridiques, il est passif de culpabilité. Est-ce que moi, en tant que professeur, est-ce que je suis capable d'expliquer une leçon à un élève? Est-ce que moi, en tant qu'informaticien, est-ce que je suis capable d'expliquer à quelqu'un sur peut-être des algorithmes, je ne sais pas, tels que logiciels, pour qu'il puisse réussir? C'est ça ce qu'on appelle les compétences, ce qu'on est capable de faire. N'étudiez pas seulement pour avoir la note. La note passe, mais les compétences doivent demeurer. Et cela va plus être manifeste quand vous allez finir vos études, c'est-à-dire au niveau professionnel. Ceux qui étudient seulement pour les notes, et ceux qui étudient pour avoir les notes, mais également acquérir des compétences, ça sera très visible. Comment? Dans le monde professionnel. Il faudra donc étudier, mais acquérir des compétences. Et ces compétences s'acquièrent de plusieurs manières. À cette question des compétences, on a parlé des renforcements de capacités. Permettez-moi de citer quelques exemples. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Et vous ne me démentirez pas. Au-delà des compétences linguistiques, les compétences linguistiques, tu ne peux pas être un étudiant et tu négliges l'anglais. Tu ne peux pas être un étudiant et tu négliges l'informatique. Je ne le dis pas parce que Dr Jeanne est docteur en informatique, ou je suis là en tant que peut-être quelqu'un qui enseigne l'anglais. Non. C'est le monde qui l'exige. On n'a pas le choix. Que tu sois médecin, que tu sois agronome, que tu sois technicien supérieur, que tu sois économiste, tu as besoin aujourd'hui de l'anglais pour avancer. Tu as besoin de l'informatique. Parce que c'est le monde en mutation. Donc, négligez pas l'anglais et l'informatique. Toutes les matières se valent.
mais cela vous ouvre d'autres opportunités. Et d'ailleurs, les professionnels aujourd'hui, ceux qui ont eu plus de 20 ans d'expérience, ils reviennent pour apprendre l'anglais et l'informatique pour pouvoir acquérir d'autres opportunités au niveau international. Donc, je parlais des compétences linguistiques et les compétences informatiques. Pour mieux compétir dans ce monde et maximiser vos chances après les diplômes, donc formez-vous. Ce sont des atouts. On parle de la géopolitique linguistique. J'ai donné l'exemple de l'anglais. Parce qu'en linguistique, on apprend. Qui étudie en linguistique ici? En linguistique anglaise, par exemple, on disait que la langue domine par rapport aux nations qui parlent cette langue. Pourquoi l'anglais domine? Parce que les nations qui parlent cette langue sont les plus puissantes économiquement, politiquement. Et donc la langue domine par rapport à la domination de ces nations qui parlent cette langue. C'est ça qu'on appelle la géopolitique linguistique. Et je donnais l'exemple de l'anglais parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se fier ou peut-être reléguer au second rang des États-Unis et d'autres nations. Même en Afrique, ce sont les pays anglophones qui dominent. L'anglais, l'informatique vont de pair. Que je sois géologue, que je sois juriste, j'ai besoin de ces deux matières. Mais il y a d'autres compétences. C'est juste des exemples parce que ce sont ceux que je maîtrise les mieux. Et dans ces compétences de cette géopolitique linguistique, par exemple, si l'occasion se présente, vous pouvez même apprendre le chinois. Parce que la Chine est l'une des futures grandes puissances. Elle est d'ailleurs une grande puissance. Donc, il faut toujours anticiper. Dans le monde en mutation, il faut anticiper. C'est-à-dire, à chaque occasion, si ça se présente, cherchez à vous former, à vous développer. Et ce que j'appelais à renforcer vos capacités. C'est important aujourd'hui dans le monde en mutation. Ne dormez pas sur vos lauriers. Un exemple, un chanteur Guy Christ nous dit « Éveillez le champion qui dort en vous ». Tu as un champion qui dort en toi, mais tu dors sur tes lauriers. Qu'est-ce que ça veut dire dormir sur ses lauriers? Je rappelle, j'ai eu mon bac avec la mention « Je suis fort ». Arrivé à l'université, je ne fais plus d'efforts. J'échoue. Ce que tu as, sache que tu peux avoir plus, tout en essayant de s'évertuer à faire des efforts. Un autre exemple que je vais tirer même de ma discipline est le suivant. Pour les étudiants qui font anglais, il faudra être très très curieux, je dis intellectuellement. Jean ne se limite pas seulement à la bureautique. L'informatique est vaste. Il y a le logiciel, il y a d'autres choses que je ne maîtrise pas. Le droit est très vaste. Je ne vais pas me limiter seulement. Ça, c'est pour m'aider à avoir d'autres opportunités. Je donne par exemple l'anglais. Je ne pense pas que seulement l'anglais c'est pour enseigner. Mais si je ne fais pas des recherches complémentaires, d'autres formations supplémentaires, je ne pourrai pas, en tant qu'un étudiant qui a fait anglais, devenir plus tard ce que nous appelons traducteur, interprète, un facilitateur linguistique ou guide touristique. Et ce sont des atouts, parce que tout le monde ne peut pas devenir enseignant ni professeur. Il y a d'autres métiers. Quand je suis dans ma spécialité, dans ma discipline, je dois être curieux intellectuellement, s'ouvrir pour savoir les autres opportunités qui se présentent dans cette discipline. Je suis juriste, mais on a les juristes par exemple d'affaires, on a les juristes en entreprise. Même si tu ne réussis pas les concours, tu peux réussir ailleurs. Donc, mais cela nécessite à ce que vous vous ouvriez à d'autres ou peut-être aux autres opportunités, mais en étant curieux intellectuellement. Je parle de notre exemple pour tout cela, en résumé, dans notre monde en mutation gagné par l'IA, j'ai noté que la lecture est maintenant reléguée au second rang. La lecture, je reviens à cette question. La lecture, quelqu'un l'a mentionné, je pense que c'est mon frère, représentant. La lecture doit être une priorité. Même numériquement, tu peux lire. On peut lire maintenant les livres sur fichier. Mais un étudiant, un élève qui ne lit pas ne peut pas avancer. Ne vous trompez pas. Et j'ai remarqué, ou nous avons tous remarqué qu'aujourd'hui, la lecture est en baisse. Le livre est à la pensée, à l'esprit, ce que l'eau représente à la plante. Donc il faut arroser l'esprit. Abreuvez-vous des livres. S'ils n'avaient pas lu les Fatou Diom, les Platon, ils ne pouvaient pas être en mesure de les citer aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont lu qu'ils les ont cités. Et ces citations, ce n'est pas pour vous émerveiller, mais c'est pour aussi vous aider à avancer. Quelle que soit votre faculté, l'unité de formation où vous êtes inscrit, il vous importe de lire pour améliorer. Ce n'est pas seulement lire pour
apprendre, mais vous améliorez votre vocabulaire. Vous développez votre esprit critique, la pensée critique. Parce qu'aujourd'hui, on ne pense plus, hein, c'est la facilité. Je vais juste coller sur l'internet, je coupe et je colle. Je ne réfléchis pas. Et l'esprit critique, c'est ça qui nous aide même à faire de bons choix dans la vie. Pas seulement académique, même dans notre vie sociale. Parce que au sein des livres, tu as trouvé des exemples de vie, par exemple, dans des épreuves que tu as traversées, qui peuvent te donner, qui peuvent être des modèles pour toi. Donc, s'il vous plaît, chers élèves, chers étudiants, lisez pour apprendre la vie, pour apprendre à réussir la vie, mais apprendre à réussir dans la vie. Avoir une culture générale, mais augmenter vos connaissances. Bref, mais on lit pour découvrir même le monde en mutation. Le monde en mutation est dans les médias, mais c'est plus dans les livres. C'est un savoir livresque. Les livres gorgent des secrets. On ne peut pas être un élève, par exemple, de 3e. On te dit au programme si long leg vol de nuit, tu n'as jamais lu. À l'examen, tu ne peux pas t'en sortir. En terminale, on te donne le programme, tu n'as pas lu. Le dernier point maintenant que je vais aborder sur cette question de la vie étudiantine, académique, pédagogique pour le projet professionnel, le développement personnel. Hormis les talents, les aptitudes naturelles que Dieu a mis en vous, le développement personnel s'apprend. Le développement personnel. Qui peut nous dire qu'est-ce que le développement personnel? S'il vous plaît. Je rappelle, c'est un panel. Hein? Parfois, je donne la parole juste pour que les gens contribuent. Qu'est-ce que le développement personnel? C'est le dernier point. Qui peut aider les jeunes, s'il vous plaît? Yes. Voilà. Pour moi, en ce qui concerne le point sur le développement personnel, d'abord, pour connaître ce qui est développement personnel, il faut d'abord connaître ce qui est développement. Développer quoi, d'abord? Si on parle de développement d'un pays, c'est par exemple pour pouvoir voir des infrastructures, de l'économie et tout ça avancer et que ça qu'on puisse accéder à ses besoins financiers, matériels, entre autres. Maintenant, en ce qui concerne un développement personnel, développer, par exemple, ta personne. Qu'est-ce que tu dois développer en toi-même? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est-à-dire, tu as besoin de quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Qu'est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que je dois aller? Comment je dois le faire? Et pourquoi je dois le faire? Parce que pour le pourquoi, ça te permet de te rappeler de ce qui t'attend. Voilà. Pour moi, c'est sur cela que tu dois te référer pour pouvoir comprendre exactement ce qui est le développement personnel. Voilà. Merci. Merci, M. Diouf, encore. Donc, je pense que quand on parle de développement personnel, on développe ce qu'on appelle l'esprit. Et quand on parle d'esprit, il y a une certaine mentalité qu'on doit avoir. Lorsqu'on veut quelque chose que personne n'a jamais eu, il va falloir commencer par faire ce que personne n'a jamais fait. Donc, je veux réussir. Je dois mettre toutes les actions qui vont m'amener au sommet et travailler sur ça pour essayer d'atteindre notre objectif. C'est-à-dire avoir la confiance en soi, oser, rêver, s'engager et ne pas avoir peur parce que la peur est l'ennemi de la réussite. Il nous freine, il nous empêche d'aller vers l'avant. Il faut s'armer de courage, agir, parce que personne, je dis personne, ne le fera à votre place. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Dr Christophe. Là, je voulais tout simplement apporter une petite contribution par rapport au dernier point que je trouve qui est très important. Quand on parle de développement personnel, ça repose sur plusieurs facteurs. Le développement personnel, ça repose d'abord sur la connaissance de soi. En parlant de connaissance de soi, il faudrait que la personne en tant que telle puisse avoir une délimitation de ses propres capacités, mais également de ses propres limites.
c'est cette capacité de la personne à connaître ses capacités, tant au niveau social, tant au niveau spirituel, mais aussi tant au niveau intellectuel. Mais aussi connaître ses limites par rapport à ses propres valeurs. En connaissant ses limites, cela veut dire que, humainement, j'ai des défauts. Quand on parle au niveau intellectuel, on sait que par exemple, si je suis un étudiant qui a le bac L ou bien un étudiant qui a le bac S, tu sais en conscience que toi, tu ne peux pas t'aventurer à faire par exemple des matières scientifiques ou bien à faire une carrière scientifique parce que tu as le bac L. Là, déjà à présent, tu connais tes capacités. Donc, c'est en ce moment-là que tu vas essayer de te projeter en fonction de tes capacités, mais également de mettre en place l'ensemble de tes projets qui pourront te permettre de fructifier tes ambitions, mais également d'atteindre tes propres objectifs. À cela aussi s'ajoute ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que quand on parle de maîtrise de soi, ceci revient à avoir cette capacité à gérer ses émotions. Vous êtes des étudiants, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et le monde universitaire, ce n'est pas un monde facile. Donc, il faudrait avoir cette capacité à maîtriser ses émotions dans n'importe quelle situation. Et ceci veut dire tout simplement avoir cette force intérieure de ne pas se décourager. Mais aussi avoir cette force intérieure de développer la confiance en soi et de se dire, quelles que soient les épreuves, je vais essayer d'atteindre mes objectifs. Et là, si vous avez la chance d'intégrer également le monde professionnel, ce développement personnel aussi se poursuit. Parce que vous allez rencontrer des épreuves, vous allez rencontrer des personnes. Avoir cette capacité de connaître l'être humain, mais aussi avoir cette capacité de vivre avec les personnes sans pour autant être influençable. En grosso modo, le développement personnel repose sur plusieurs facteurs. Mais quelle que soit la situation, que ce soit dans le monde universitaire, que ce soit dans le monde professionnel, dans un ensemble, ça repose d'abord sur la connaissance de soi. Sur la connaissance de soi, avoir cette forte capacité de connaître ses capacités, mais aussi avoir cette forte force intérieure de connaître ses limites en toutes choses. Mais aussi de développer cette confiance en soi, de ne pas avoir peur. Mais aussi de ne pas se laisser influencer par les mauvaises choses de la vie. Donc, en toutes circonstances, en synthèse, le développement personnel repose sur cette forte capacité d'aller de l'avant, quelles que soient les épreuves, en ayant confiance en soi, quelles que soient les épreuves. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, applaudissez pour ces deux belles et pertinentes contributions de Cheikh Hassan et de Dr. Cheikh Hassan Diène et de Dr. Jean-Pierre Sen. Ils ont tout élucidé, c'est-à-dire la connaissance de soi, la connaissance de ses limites, mais de pouvoir transcender les choses et de pouvoir plus ou moins réussir. Jean a parlé de connaître ses limites, mais ne pas seulement se focaliser sur ses limites. Je connais mes faiblesses, mais comment puis-je faire pour les surmonter? Dans un monde, ils ont parlé d'un monde interculturel, parce que le niveau universitaire, on vient de différents horizons. Nous sommes de différentes religions, nous avons différentes idéologies. Donc c'est la diversité dans tout ça, connaissance on a dans toute sa globalité. Il faudra que vous ayez ce développement personnel. Abraham Maslow, un psychologue, nous disait: l'histoire de l'humanité correspond à l'homme, à l'histoire des hommes et des femmes qui se sont sous-estimés. L'histoire de l'humanité correspond à l'histoire des hommes et des femmes qui se sont sous-estimés. Tu connais tes limites, mais tu t'es sous-estimé. Tu as des qualités quand même. Et tu ne te laisses pas influencer, comme l'évoquait Dr. Jeanne, parce que je sais qui je suis. Je parlais de la connaissance de soi, elle en a évoqué, et il y a la confiance de soi, le Cheikh aussi a fait mention. Dans ce développement personnel, il nous aide à comprendre nos limites, nos faiblesses, mais qui devrait stimuler notre élan vers l'amélioration de soi. Il faut s'améliorer progressivement. En cette personne, vous aurez des qualités à développer telles que la persévérance, l'engagement, l'endurance, la discipline, qui, face aux orages qui secouent votre barque, dans votre fleuve existentiel estudiantin, vous allez vous en sortir. Quoi qu'il advienne, l'étudiant qui a un mental fort, issu de ce développement personnel, pourrait triompher. En développement personnel,
on acquiert ce que nous appelons en anglais les soft skills. Soft skills, ça veut dire des aptitudes émotionnelles. Thank you, Jeanne, pour avoir évoqué ce cas, la gestion des émotions. On est étudiant, on est élève, on est professionnel, on a les compétences techniques. Les compétences techniques, c'est savoir faire quelque chose. Jeanne est informaticienne et sait manipuler l'ordinateur avec tout ce qui va avec. Tout le travail qu'on va lui demander de faire, elle pourra le faire. L'autre est géologue, il sait faire ou telle chose. Ce sont les connaissances, les compétences techniques. Mais dans le développement personnel, nous avons ce qu'on appelle les soft skills, les compétences émotionnelles. Ce sont ces aptitudes qui nous permettent de gérer le stress, par exemple à l'université. La gestion du stress, la gestion du temps, on a parlé du time management, le parler en public, le leadership, l'écoute active. On peut parler, mais on ne sait pas écouter. Ça s'apprend, ça s'acquiert avec le développement personnel. L'aptitude à communiquer, mais également l'esprit critique. Ce n'est pas l'esprit de critiquer, hein. Tout ce que les gens font, ce n'est pas bon. L'esprit critique, c'est avoir cette capacité d'analyse, d'examiner les choses, de remettre en cause pour pouvoir apporter une solution. C'est pour ça en dissertation, on veut développer votre esprit critique. On te donne un sujet à l'examen, c'est pour développer ton esprit critique. Donc c'est différent de l'esprit de critique. Donc l'esprit critique, on ne peut pas avoir cet esprit critique si on ne lit pas. Je reviens à la lecture. Les compétences techniques, aux compétences techniques s'ajoutent les compétences émotionnelles qu'il faudra aussi acquérir dans ce monde en mutation. Au-delà de ces compétences techniques que nous appelons hard skills, son domaine d'expertise, il faut les compétences comportementales. On les appelle aussi les compétences comportementales. Au lieu de seulement compétences émotionnelles, on les appelle aussi les compétences comportementales. C'est-à-dire tout ce qui réside en termes de l'état d'esprit, le mindset. Cela aussi, c'est des choses qui sont au cœur de nos mutations. En résumé, donc, la vie étudiantine, académique, sociale, pédagogique doit s'adapter positivement au monde en mutation, tant au plan social, pédagogique que professionnel. Il faudrait donc s'inventer, se réorienter, s'adapter, s'interroger surtout l'esprit critique, mais également discerner en ayant un mental fort, en s'armant mentalement, moralement, intellectuellement, spirituellement, en tant qu'étudiant. Dans l'aspiration à un avenir meilleur, vous ne devez pas perdre de vue que vous êtes des citoyens d'une partie commune. Quelqu'un a parlé du service. Donc vous êtes là, mais demain c'est pour servir. On n'est pas là juste, on se glorifie de son titre, mais je dois servir ma patrie, l'humanité et le monde entier, tel que le Sénégal. Donc, en jouissant de vos libertés et de vos droits, n'oubliez pas d'accomplir vos devoirs citoyens. Et enfin, je dirais donc aujourd'hui, vous étudiants, je suis à l'université, mais quand j'ai des opportunités de faire des concours, je peux faire ces concours. Si je peux faire des concours sur ce que j'aime, essayez de faire des concours. On a autant de concours aujourd'hui au Sénégal qui se présentent. Donc, mais il faudra que j'aime ce que je fais. J'avais parlé de l'amour de ce qu'on fait. Si on n'a pas cet amour, on ne sera pas motivé. Dans ce monde en mutation, s'il vous plaît, ayez cela en esprit. Donc, je vais finir par là tout en vous remerciant de votre attention, de vos contributions et de votre précieuse attention. Merci.